Bienvenue dans La Colle. Vous êtes curieux ? Vous avez soif de comprendre le monde qui vous entoure ? Alors, vous êtes au bon endroit. Si comme moi, vous pensez qu'on n'a jamais fini d'apprendre, La Colle est faite pour vous. Sans se prendre au sérieux, je vous propose à chaque épisode de partir ensemble à la découverte de nouveaux horizons, d'idées et de profils inspirants. Je suis Pierre Barrault, j'ai créé, édité, produit ce podcast. Je suis également directeur général du campus Orléans de l'ISC Paris, école de management, membre de la conférence des grandes écoles. Mon mantra : vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre toujours. Je suis preneur de tous vos commentaires, suggestions, remarques. Ils sont tous les bienvenus. Pour me contacter, pierre@lacolle.fr. Et si vous aimez La Colle, partagez-la avec tous vos amis. Diffusons le savoir. Allez, c'est parti. Bonne écoute. Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Colle. Aujourd'hui, un épisode un peu particulier déjà parce qu'on enregistre en live. J'ai en face de moi mon invité et c'est pas si souvent que ça. Ça veut dire que on est à Orléans et donc quelque part il y a du chromosome orléanais dans l'air en tout cas et j'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage d'accueillir Grégory. Salut Grégory. Salut, ça va Pierre ? Ouais, non, ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien et puis je suis impatient de notre discussion. Alors, pour tout vous dire, les amis, Grégory et moi, on s'est connus tout simplement parce qu'on a un chien chacun et que le matin, on se retrouve à faire cavaler nos chiens ensemble. Et au fur et à mesure des discussions, parce que c'est comme ça, hein, à part regarder les chiens, il faut bien qu'on se dise des trucs. Je me suis aperçu que Grégory avait plein de trucs à raconter, plein de trucs intéressants, et surtout, qu'il venait de vivre une aventure un peu hors de l'ordinaire. Mais on va y aller au fur et à mesure. Non, mais en fait, non, je vais vous spoiler. On va parler ascension du Kilimandjaro. Voilà, parce que Grégory, il l'a tenté. On ne saura qu'à la fin de l'épisode si il est allé jusqu'au 5891,8 mètres d'altitude. Et a priori, il n'y a que 40% des gens qui font l'ascension qui arrivent jusqu'au bout. Donc, petit suspense. Avant, vous ne saurez qu'à la fin de l'épisode s'il est monté jusqu'au bout. Bon, Grégory, voilà, une longue introduction. Est-ce que tu veux bien, en quelques mots, te présenter ? Ouais, bien sûr. Donc, Grégory, j'ai 49 ans, marié, 3 enfants, ouais. Un chien. Un chien. J'ai envie de dire un labrador, parce que c'est pas forcément un chien, c'est presque un humain. Voilà, et je vis à Orléans depuis une dizaine d'années. Je travaille à Paris, plutôt dans le domaine de la tech. Ouais. Et dans mes passions, il y a le triathlon, la rando et la photo. Et je crois qu'on va plutôt parler du côté rando aujourd'hui. Ouais, et complètement. Alors juste avant, dans ta vie, t'as aussi vécu, alors c'est à Dubaï ou aux Émirats ? Ouais, j'ai eu l'opportunité de partir 2 ans aux Émirats à Dubaï. D'accord. Dans le cadre d'une expatriation, en fait, j'ai suivi mon épouse et moi j'ai travaillé pour mon entreprise française là-bas. Ah, trop bien. Voilà, on a monté un centre de service en Inde et Dubaï, c'est au milieu, entre l'Inde et la France. Donc okay. Ça permet de faire des bonnes journées, de s'investir et puis de découvrir une autre culture en fait et de vivre un Dubaï qui est pas forcément celui qu'on voit à la télévision et celui qu'on veut nous montrer. Ouais, je comprends. On n'ira pas plus loin, mais oui, je comprends. Et alors donc, tu es un triathlète et un randonneur patenté. Ouais. J'ai découvert le triathlon je me suis mis au triathlon il y a 6 ans. Ça faisait un petit moment que je voulais m'y mettre. T'étais vieux. Ouais, j'étais vieux. Je faisais du water polo avant. J'ai joué au rugby, j'ai joué au football, j'ai toujours beaucoup couru. Ouais, donc t'es quand même un sportif. Ouais, et suite à un problème de dos, en fait, il fallait que je nage. Ouais. Puis quand tu cours et que tu nages, tu te dis tiens, si je m'achetais un vélo.
Et c'est parti. Ouais, c'est pas tout le monde qui se dit ça non plus. Et c'est parti. Et ouais, j'ai découvert cette discipline et j'adore. Il y a un bel esprit. Voilà. Ouais. Alors, juste pour ceux qui connaîtraient pas, et moi en particulier, un vrai triathlon, c'est quoi? Alors, il n'y a pas de vrai triathlon. Un triathlon, tu nages, tu fais du vélo, tu cours. D'accord. Ensuite, t'enchaînes dans cet ordre-là. T'enchaînes dans cet ordre-là, t'enchaînes les 3 disciplines. Et ensuite, ça va être les distances qui vont changer. Donc, d'une distance qui va être, on va dire, small, ce qu'on appelle le S, où tu vas nager 750 mètres, faire 10 km de vélo et 5 km de course à pied. Ouais. Donc, quelque chose d'assez accessible, mais en même temps d'assez rythmé. Parce que t'es à fond tout le temps. Okay. Jusqu'à ce qu'on appelle le mythique Ironman, dont tout le monde entend souvent parler, où tu vas nager 3 km 8, 190 km de vélo et enchaîné par un marathon. T'as fait ça? C'est prévu cette année, mon premier Ironman, au mois d'octobre, à Calella, à côté de Barcelone. Ouais, parce qu'en plus, ça te donne l'opportunité de voyager et d'aller voir des trucs. Ouais, tu peux faire le tour du monde. Après, c'est un peu, voilà, il faut avoir le temps, mais il faut s'entraîner. Ouais, t'as un petit côté fou furieux quand même, parce que, enfin, comment on se prépare un truc comme ça? T'as un plan déjà tout établi? J'ai un plan tout établi, alors qui bouge un peu en fonction de ton état de fatigue, en fonction de ton état de forme, mais globalement, moi j'ai un coach. Qui me suit. Ouais. C'est trop classe. Bah ouais, c'est un mec assez génial en fait. Alors moi je passe pour un fou furieux, lui c'est un malade que j'ai rencontré à Dubaï justement. D'accord. Qui était l'entraîneur de mes enfants qui ont fait un peu de triathlon là-bas. C'est un truc familial en fait. Ouais, on a sympathisé et puis on est resté en contact et c'est devenu mon coach. Donc il me suit. Mais lui il est toujours à Dubaï? Alors là il est rentré en Angleterre, c'est un Anglais. Alors vous faites à distance? On fait à distance en fait on se fait un petit zoom tous les mois et puis on utilise un outil qui s'appelle Training Peaks qui est très très bien. D'accord. Et on échange là-dessus et ça se passe bien. Ça se passe bien. Ok. Alors, on va venir au sujet premier qui est se dire à un moment, tiens, si je montais le Kilimandjaro. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer le chemin tortueux, j'imagine, dans ton esprit, qui t'a amené à te dire « Oh, bah tiens, si je faisais ça ». Ah ouais, c'est vraiment tortueux. En fait, la première envie d'y monter date de 99. Oula, oui, c'est vieux. Ah oui, c'est vieux. En fait, 99, avec mon épouse, on part en voyage au Kenya. Et on visite la réserve de Tsavo, qui est à la frontière du Kenya et de la Tanzanie. Et on a vu pendant quasiment toute la visite sur le Kilimandjaro. En toile de fond. En toile de fond. Et je me dis, mais ça doit être complètement fou de monter là-haut et de voir toute cette savane de 6000 mètres d'altitude et de voir tout. Enfin voilà, d'avoir une vue complètement folle. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième, c'est que j'ai toujours cette attirance pour l'Afrique. Et notamment, enfin moi j'adore les lectures. Alors pas toujours bien vu, mais j'adore les lectures d'Hemingway. Puis il y a le lion, Kessel, le lion Kessel, la baronne Bixen. Avec la ferme africaine, enfin il y a vraiment toutes ces lectures qui donnent envie d'y aller. Moi j'adore, j'ai adoré y aller. J'adorais aller au Kenya. On a fait la Namibie aussi. On a un autre projet là qu'on va essayer de mettre en place pour l'année prochaine. Et tout ça fait que voilà, le Kilimandjaro est toujours resté en sommeil quelque part. Et puis ça c'était en 99, première vue sur le Kilimandjaro. Première vue, et puis en fait tu sais, 99 on était assez jeunes, on sortait d'école et puis après on est parti dans le rythme infernal du travail, les enfants, machin. On a continué un peu à voyager et puis moi j'ai mis ça un peu de côté. Et puis récemment en fait je suis amené là, à changer d'entreprise. Et je me retrouve avec un trou de 6 semaines entre les deux entreprises. Ça fait longtemps que je veux faire des trucs un peu sympas, notamment le Kili et d'autres choses. Et mon épouse me dit, écoute, t'as 6 semaines, voilà, choisis ton truc, tu pars et fais-toi plaisir. Bon. Déjà, elle est sympa. Parce qu'elle aurait pu te dire, repeins la cuisine. Alors,
T'as dit, si tu repars avec lui, t'as le droit de partir. C'était ça. J'ai refait quelques travaux avant de partir. Mais globalement, c'était un peu ça. Et donc, j'ai commencé à regarder un peu. Et tout de suite, l'idée du Kili est arrivée. Ouais. Donc, j'ai appelé un organisme qui s'occupe d'envoyer les gens là-bas. D'accord. Et il y en a beaucoup qui font ça ou pas? Il y en a organismes français. Il y en a pas mal, ouais. Il y en a pas mal. Les principaux sont bien rankés dans Google. C'est facile à trouver. Donc je les ai appelés et je suis tombé sur une dame qui avait une belle expérience de la montagne qui m'a dit mais monsieur, on passe pas du Kilimandjaro, on passe pas du canapé au sommet du Kilimandjaro si vous n'avez pas d'expérience de la montagne, ce qui est mon cas. Hein. Ouais, parce que toi, quand tu fais tes triathlons, etc., si, de temps en temps, c'est dans la montagne, non? C'est dans la montagne, mais tu dépasses rarement les 2000 mètres. Enfin, oui. Et le risque, en fait, c'est le mal aigu des montagnes, donc où tu peux faire une embolie pulmonaire, une embolie cérébrale. Enfin, il peut t'arriver des trucs un petit peu bizarres. Moi, j'ai fait mes recherches avant, quand même. Je me suis préparé ce matin, en buvant mon café. Mal aigu des montagnes, symptômes de céphalée, de nausées, de vomissements, d'insomnie, de fatigue générale, de lassitude, de vertige, de troubles de l'équilibre, de dyspnée, alors je sais même pas ce que c'est, d'inappétence. La mort peut survenir par œdème cérébral ou pulmonaire. Ouais, et il te manque aussi l'anorexie de l'altitude, où en fait, t'as pas envie de manger. D'accord. Ouais, donc il y a un risque. Et donc la dame te dit, mon cher monsieur... Trouvez autre chose. Donc là... allez faire du jardinage. C'est ça. Donc un peu douché. Bon, moi j'avais une autre expérience que je voulais voir. J'ai jamais vu d'aurore boréale. Je voulais voir des aurores boréales. Ah oui. Donc j'ai commencé à regarder d'autres trucs, en Finlande notamment, avec 6 jours de chien de traîneau, 6 heures par jour, enfin un truc un peu sportif. Ça peut être cool ça. Et je me suis dit quand même, 6 heures par jour à crier derrière des chiens, ça va me rappeler mon quotidien. Ça va me rappeler mon quotidien et la promenade matinale. Donc j'ai rappelé, j'ai dit moi je tente l'aventure. Voilà. Donc j'ai décrit par le menu mes activités sportives. Ouais. J'ai pris le risque du mal des montagnes. On a pas mal rediscuté avec cette dame là, qui a fait quelques 8000, hein, donc qui connaît bien le truc. D'accord. Et puis elle m'a dit écoutez, si vous êtes prêts, banco, et puis on verra. De toute façon, le mal des montagnes, on peut très bien ne jamais l'avoir eu et l'avoir du jour au lendemain. Ouais. L'avoir au premier coup et ne plus jamais l'avoir. Enfin, c'est assez aléatoire. C'est assez aléatoire, absolument. Et alors, je suis désolé, je te pose la question cash, mais les 49 ans, pour elle, c'était pas un problème? Non. Ce qui compte, c'est d'avoir une condition physique qui aille. Alors, pas forcément d'être un super-héros, hein, mais une bonne condition physique. Et tout joue au mental. Enfin, on en parlera après, mais tout joue au mental. Alors, pour le coup, et je te posais la question, pas tellement innocemment, mais... quand j'ai regardé les stats sur le Kilimandjaro, en fait, le plus jeune est monté, il avait 7 ans, et le plus vieux, 88 ans. Donc ça fait... finalement, tu étais quasiment au milieu, tu vois. C'est ça. Absolument. Et donc, là, tu arrives à la convaincre. J'arrive à la convaincre 10 jours avant le départ. Ah oui, c'était... En crash, ouais. En crash. Donc parce qu'en plus, il fallait que tu arrives à caler ça entre tes deux jobs quand même. Même si tu avais 6 semaines, tu n'avais pas... Ouais, entre mes deux jobs, et il fallait impérativement que je sois à Paris, que je sois rentré le 23 janvier pour une raison perso que je ne pouvais pas rater, sinon j'aurais eu droit au canapé pendant un petit moment. Ok. Ouais, ok, je comprends. Mais alors, tu as le go finalement 10 jours avant. Ouais. Ok. Tu te prépares quand même. Tu dois avoir du matos, non, je sais pas. C'est quoi le préparatif justement d'une expédition comme ça? Alors t'as besoin d'un peu de matos que t'as pas forcément si tu fais pas de montagne. Ouais. Donc tu prends la liste du matériel nécessaire. Alors non, déjà tu prends rendez-vous chez ton médecin traitant. Ouais. Pour emmener quelques médicaments importants contre le mal aigu des montagnes, en cas de vrais problèmes contre l'embolie pulmonaire ou l'embolie cérébrale. D'accord. Et puis après ça met en confiance. C'est ça. Et après les classiques, j'ai envie de dire les classiques antidiarrhétiques, antivomitifs, voilà les choses tu prends des antipaludéens aussi ou pas? Alors non.
En fait, parce qu'en bas il y a des moustiques quand même, non? Ouais, si tu fais que le Kilimandjaro, en fait, il y a pas réellement besoin. T'emmènes un beau flacon de 5 sur 5 tropique. Ouais. Tu t'asperges en descendant de l'avion et puis en fait, quand t'atterris dans l'après-midi, le lendemain matin, tu montes à 1008 et il y a plus de moustiques. Okay. Donc ça vaut pas le coup. En fait, le risque de l'antipaludéen, c'est que ça rend un peu malade. Ouais. Donc c'est que ça vienne additionner au mal des montagnes ou à ce genre de truc. Ah ok, d'accord. Donc ça, les médecins, médocs. Voilà. D'accord. Et après, tu te rapproches de ton magasin de rando, trail, canicross favori et tu dis voilà, je pars pour le Kili. Et là, ça a été assez magique parce qu'il y a un mec vraiment génial qui est sorti et qui m'a dit mais j'ai une liste. C'est vrai. Voilà tout ce qu'il vous faut. Et et donc on a regardé. Moi, j'avais fait l'inventaire de ce que j'avais. J'ai acheté les trucs qui me manquaient. Par exemple. Alors dans les trucs qui me manquaient et que je ne regrette pas d'avoir acheté. Ouais. C'est une paire de chaussettes 85% de mérinos. Je pense que j'ai été le seul du groupe à ne pas avoir eu froid aux pieds pendant l'ascension finale. Ok. Une grosse paire de gants. Ouais. Une belle doudoune. Donc il faut savoir qu'en fait les températures peuvent varier là-haut entre -10 et -25 avec du vent. Ah oui, ça pique un peu. Ça pique un peu, donc et l'ascension finale est censée durer entre 6 et 8 heures. D'accord. Donc il faut vraiment pas avoir froid. Ouais. Et puis après, c'est à peu près tout. J'ai loué sur place un duvet. D'accord. Bizarre. En fait, c'est assez cher. Il y avait possibilité de les louer. C'est quoi, c'est un duvet spécial? C'est un duvet avec une température de confort à -12. Ok. Et une température extrême à -29. Ok. Donc à -29, tu commences à avoir un peu froid. Ouais, non, à -15, -20, tu commences à avoir un peu froid en fait. D'accord. Mais jusque -12, -12, c'était bien. C'est quoi comme matière? C'est de la plume, c'est du duvet. D'accord. On parle beaucoup des matières synthétiques, mais là c'est du duvet. Et ce qui est génial, c'est que c'est hautement compressible. Il y a beaucoup d'air. Il y a beaucoup d'air. Ouais. Donc ça prend pas trop de place, c'est pas trop lourd. Et voilà. Après, c'est à peu près tout. Un bon bonnet. Ouais, en gros, t'es en train de me dire que pour monter à 5008, il faut des bonnes chaussettes, un bon duvet et un bon bonnet. Ouais, des bonnes chaussures. Ouais, ok. Ça t'avais déjà peut-être. Ça, j'avais déjà. Ouais. Des gourdes, beaucoup d'eau. En fait, il y a une particularité. Alors, quand on monte, en fait, c'est un truc que j'ai découvert. On nous demande de boire entre 3 et 5 litres d'eau par jour. Ouh, ça fait beaucoup, ça. Ça fait beaucoup. Donc, ça veut dire que dans ton sac, tu as toujours 3 litres d'eau. Donc, qu'est-ce qui explique ça? Écoute, de ce qu'on nous a expliqué, j'ai pas regardé, mais le fait de boire, en fait, active la création des globules rouges. Et donc permet à ton corps de s'adapter, de compenser le manque d'oxygène, etc. Comme tu es dans une zone avec moins d'oxygène, forcément. Ouais. Okay. Donc, les globules rouges, c'est important. Voilà, et il faut plusieurs gourdes parce que quand t'en bois une, il faut que tu puisses traiter l'eau des autres, en fait. L'eau est... Alors, pour les guides, pour les porteurs, l'eau est potable. Pour nous, pas vraiment. On a... si tu te prends la tourista en montant... il y en a à qui c'est arrivé. C'est vrai. Ouais. Et c'est un peu dur. Donc du coup, voilà, on a 2 ou 3 gourdes qu'on traite avec des couleurs différentes pour pas se tromper. Mais voilà. Ok. Donc des gourdes. Et justement, alors en termes de préparation, t'as pas le temps de faire une préparation physique particulière là. Tu vas jouer sur tes atouts existants. C'est ça. J'ai levé le pied un peu de l'entraînement la semaine avant pour être frais. D'accord. Ouais. Mais sinon, non, on joue sur les atouts existants. Après, encore une fois, c'est pas forcément ton niveau de préparation. Il n'y a pas besoin de voir ça comme un Ironman. Ouais. Je pense que quelqu'un qui court aujourd'hui une dizaine de kilomètres en moins d'1 heure, plusieurs fois, 2 fois par semaine, je pense que t'as un bon niveau. T'es bien. Voilà. Et ensuite, ça va vraiment jouer au mental et sur un truc que tu maîtrises pas, qui est l'adaptation de ton corps à l'altitude, en fait. Ok. Oui, bah oui. Ouais. Ça, tu maîtrises pas les éléments. D'accord. Est-ce qu'à un moment, avant de monter dans l'avion, t'as un doute? Tout le temps. Ouais. C'est-à-dire que l'état d'esprit, c'est un mélange d'excitation et de peur de pas réussir à aller en haut déjà, parce que t'y vas pour aller en haut, oui. D'avoir un problème médical,
Sachant que t'es quand même assez loin du premier CHU ou CHR. Il y a des caissons hyperbar dans le coin ou pas? Ouais, alors l'organisme avec lequel je suis parti, on emmène un caisson hyperbar et on emmène des bouteilles d'oxygène. Okay. C'est obligatoire. Ok. Donc il y a quand même ça en fait comme ceinture de sécurité. Ouais. Si on peut dire, ouais. Mais non, c'est effectivement un mélange de crainte, d'appréhension et puis d'envie d'y aller quoi. Et la famille, ta femme, tes enfants les enfants supportives les enfants super supportives, mon épouse aussi, même si elle était, je pense, assez inquiète. Ouais. Alors le truc que je savais pas en fait, c'est qu'il y a il y a régulièrement du réseau quand tu grimpes. D'accord. T'arrives souvent à choper le réseau. T'as de la 4G ? T'as de la 4G, absolument. Et moi j'avais pas pris de forfait spécifique, donc j'ai pas. Ça a été blackout pendant une semaine. Mais ça, pour l'avoir croisé, elle t'en veut un peu. Je crois. Si, carrément. Je pense qu'elle s'est fait un sang d'encre. Ok. Tu arrives, t'as tes sacs à dos, t'as 1 ou 2 sacs à dos? Alors tu as tu as un sac à dos qui fait entre 30 et 40 litres que tu gardes avec tes affaires à la journée. D'accord. Et après tu as un sac souple que tu vas rediviser en petits sacs qui vont être donnés à un porteur en fait. Ouais. Ok. Donc tu trimbales pas tout ton attirail, t'as toute une équipe avec. Ouais. En fait, le gouvernement tanzanien a interdit l'ascension en solo du Kilimandjaro. Donc déjà, tu es obligé de passer par des guides. Oui, j'ai vu. Guide homologué. Absolument. Et tu es obligé de prendre des porteurs. D'accord. Ça fait il y a toute une économie autour de l'ascension du Kili. Et ce que j'ai trouvé vraiment génial, c'est que au moment de partir, en fait, quand tu rentres dans le parc du Kilimandjaro, donc tu franchis la porte et tu démarres ton ascension, tous les porteurs passent devant des gardes avec des balances et les sacs sont pesés. Donc tu vas pas charger un porteur avec 40 kilos. Bon, déjà, je crois qu'ils en prennent 20. C'est déjà beaucoup. Mais il y a une vraie réglementation et chaque porteur est identifié avec une licence. Et le groupe est créé comme ça. Ouais. Mais alors, ces porteurs-là, eux, ils la font combien de fois par an, l'ascension? Là, c'est la pleine saison. Ouais. Pour eux, donc c'est la petite saison sèche. C'est la meilleure saison pour faire le Kili. D'accord. Ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent. Non-stop. Wow. Donc ils ont une nuit de repos en bas et ils remontent après. Ah ouais. Ouais, c'est un métier, hein. Alors, donc voilà, tu montes dans l'avion, c'est quoi comme... Est-ce que t'as pris Air Tanzania, les ailes du Kilimandjaro? Non, j'ai pris Ethiopian Airways. Donc voilà, Charles de Gaulle, Addis Abeba, Kilimandjaro Airport. Ok. C'était la première fois que je prenais Ethiopian Airways. Écoute, c'est une super compagnie, j'ai adoré. Ça le fait. Et donc arrivé, prise en charge, c'est-à-dire que là tu vas retrouver, t'es pas tout seul. Non. Je pense que c'est un groupe, non, c'est ça? Ouais, on est un groupe de 12. D'accord. C'est quoi les profils? Alors un groupe de 12, âge entre 27 et 67. Ok. Tout type de profil venant de toute la France. Ok. Voilà. Hommes, femmes? Hommes. Alors, il y avait 3 femmes, 9 hommes. D'accord. Couple. En couple? Ah oui. Ok. Papa fiston. Ouais. Ok. C'était il y avait vraiment de tout et c'était sympa. C'était sympa d'avoir un groupe vraiment hétérogène en fait. Des habitués de la montagne, des gens qui vivent à la montagne. D'accord. Des gens qui vivent au 3e étage à Paris. Ouais. Ou en rez-de-chaussée comme moi, hein, mais voilà, vraiment de tout, des gens avec de l'expérience de la montagne, des gens pour qui c'était la première fois. Groupe très hétérogène mais très sympa et orienté vers le même objectif, donc du coup c'était assez simple. Ouais. Réunis par un même objectif et donc alors ces premières heures tu passes les portes du parc. Tu passes la douane avec ton petit visa. Ouais. Ensuite, il y a un petit regroupement qui est fait pour t'acclimater dans un lodge. Tu prends une douche, tu fais une sieste, première bière pour discuter avec le groupe. Et le lendemain, les sacs sont prêts, tout le monde dans le camion,
il y a 1h30 de route. D'accord. Le temps d'acheter quelques snacks parce que tout le monde avait. Enfin voilà, il faut quelques snacks, tu sais, des barres énergétiques ou voilà, ce genre de trucs que t'as pas forcément emmené. Et puis départ en fait pour l'entrée du parc, pesage des sacs et c'est parti. À ce moment-là, dans ta tête, il se dit quoi dans ta tête? Allons-y. Ok. Allons-y et on verra en fait. Et ça commence, c'est drôle parce que donc moi j'ai pris, il y a plusieurs voies pour le Kilimandjaro, il y a 6 ou 7 voies qui permettent d'avancer. Moi je suis monté par la voie Matchamé, qui est la voie la plus prise en fait, c'est là où il y a le plus de monde. C'est un peu dommage, mais c'est normal. C'est la voie en fait où tu as la plus de diversité de paysages quand tu montes. Ah, ok. Parce que tu traverses différents, tu fais le tour en fait, tu fais le tour du volcan quasiment, une partie du tour et je suis un peu. Tu as pris la voie. J'ai pris la voie Matchamé, voilà. Donc et en 7 jours. Tu peux le faire en 6. Moi j'ai choisi de le faire en 7. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a une étape que tu ne doubles pas, ce qui t'évite d'enquiller 1500 de D+ dans la même journée, avant l'ascension finale. Ok. Sachant que là aussi, tu vois, j'ai regardé, je crois que le record, monter-descendre, c'est 8 heures ou un truc comme ça? Je crois que c'est un poil plus, mais c'est une Française qui habite à Font-Romeu. C'est un truc de fou, quoi. Ouais, qui a essayé, alors il y a un petit... Mais elle monte en courant? Elle monte en courant, il y a un petit reportage sur YouTube, elle essaie 2 ou 3 fois, elle échoue, principalement parce qu'elle perd les guides. Et du coup, elle sait pas où aller. C'est bon, ça. Et le guide arrive 1 heure après, il n'en peut plus. Et la dernière fois, elle prend une voie plus simple, et elle monte toute seule, quasiment toute seule jusqu'en haut, elle redescend, ouais. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc toi, c'est 7 jours. Donc ça, c'est bien. Moi, c'est 7 jours, ouais. Ok. Dans ce parcours-là, c'est comment? Il y a une logique où au début, t'en fais un petit peu. Enfin, c'est quoi la logique de progression, justement? Alors, tu montes assez vite, tu montes assez vite à plus de 3000. Parce qu'il n'y a pas vraiment de risque de mal des montagnes. D'accord. Donc tu sors assez vite. En fait, tu démarres dans la forêt tropicale. Ouais, ça c'est sympa. Ça c'est super sympa. Il y a des singes. Il fait chaud. Il fait bon. T'es en t-shirt, short. Et puis le dénivelé est un peu violent au début, mais après ça s'aplatit. D'accord. Donc c'est sympa, ça rigole. Ça rigole encore à ce moment-là. Ça rigole encore à ce moment-là. Ça découvre et puis ça c'est vraiment joli. C'est vraiment joli. Et après en fait tu montes à 4000 et tu oscilles beaucoup entre 4005 et 3008 pour que ton corps s'acclimate. En fait, c'est vraiment l'objectif des journées d'après, avec des ascensions qui peuvent être où tu démarres de 3006, tu montes à 4006, tu déjeunes. Ça, c'est le matin, tu déjeunes et tu redescends à 3008 pour dormir. Ok. Voilà. Donc, c'est quand même des journées assez intenses. Tu te lèves, c'est comme pour le bureau. Tu te lèves à 6h30, tu prépares ton sac, tu prends ton petit déjeuner. C'est tranquille dans la journée, donc tu montes à 4006, voilà, tranquille. C'est-à-dire t'es quasiment en haut du Mont Blanc. Ouais. Et puis tu redescends, quoi. Et puis tu redescends. Ouais, c'est ce qui est fou, en fait, en tant qu'Européen. C'est de se dire qu'en fait, tu montes, t'es presque au Mont Blanc et tu redescends et finalement, t'es pas si mal. T'es pas si mal. Et le camp de base avant l'ascension finale est à 4006. Donc là, tu dors, en fait, presque en haut du Mont Blanc. Avant d'attaquer le truc, ouais. Et alors, ils sont assez drôles parce qu'il y a une petite cahute à 4800 mètres. Quand tu fais l'ascension finale, et les guides sont super fiers de dire que t'es arrivé au Mont Blanc. Mais que c'est pas fini. Et qu'il y en a encore. Et qu'il y en a encore. Ouais. D'accord. Donc c'est justement, alors dans ces périodes, dans ces premiers jours, t'es comment? Physiquement, intellectuellement, justement le mal des montagnes, il y a quelque chose. Physiquement, tu tiens? Alors physiquement, pas de problème. Les guides en fait donnent le tempo de l'ascension. Alors dans les premiers jours, ils te laissent un peu faire ce que tu veux, si tu veux courir, faire des 8 autour du groupe, prendre 200 mètres d'avance. Comme nos chiens, tu vois. C'est ça. Ils te laissent plutôt tranquille. Plus on avance, plus ils te demandent de rester dans le groupe. Et la progression est assez lente. Donc physiquement ça va. Par contre, intellectuellement, faut pas rien lâcher, mais tu sens en fait
l'altitude, tu sens un peu de pression, quelques maux de crâne, quelques vertiges qui arrivent à la fin. Et là, faut pas douter en fait. C'est vraiment difficile, c'est-à-dire que tu te demandes tout le temps si ton corps va s'acclimater ou pas. Est-ce que c'est les prémices de plus grave ou pas, quoi. C'est ça. Et est-ce que tu vas pouvoir aller jusqu'en haut? Et le truc, c'est si t'as un peu mal au crâne, soit tu fais rien, soit tu prends un petit Doliprane. Si ça passe, ça va. Pour les vertiges, s'il y en a plus, c'est super. Si ça continue, il faut que t'en parles au guide pour voir ce qui est possible de faire. Ils checkent quoi? Ils checkent régulièrement? Alors, matin et soir, en fait, ils ont un oxymètre pour mesurer ton taux d'oxygène dans le sang. D'accord. Et ils checkent. Ah oui, c'est le truc que tu mets sur ton doigt là. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc ils checkent ton oxymétrie et ton pouls. Ok. Pour voir si tu pars pas. Et c'est quoi les bonnes stats alors à avoir? Il semblerait. Alors les chiffres ont rien à voir avec ce qu'on connaît nous à une altitude zéro, mais il faut que tu restes au-dessus de 80% d'oxymétrie. D'accord. Sachant qu'on avait 2 médecins dans le groupe qui nous disaient qu'en fait en France normalement t'es plutôt au-dessus de 95. D'accord. Donc il faut que tu restes au-dessus de 80. Dans tes collégionnaires, il y avait des médecins? Ouais. Ah, c'est vachement rassurant ça. Ouais, alors ouais. Ça fait, non, ça a l'air de ça fait toujours du bien. Tu sais, t'as un espèce de truc que tu dis, super, des médecins, on craint rien. Après, ils nous ont expliqué qu'ils étaient pas du tout dans ces domaines-là, mais malgré tout, c'est des médecins. Ouais. Voilà. Tu sais que s'il y a un problème, ils peuvent toujours discuter avec d'autres médecins éventuellement. Ouais. C'est rassurant. Ouais, c'est rassurant. Donc l'oxymétrie et le pouls, ton pouls, il faut qu'il reste, pour que l'oxymétrie soit mesurée, sous les 100. D'accord. Ce qui est beaucoup, au repos. Après, t'as toujours un peu le stress du truc, machin, mais globalement, ton pouls quand même s'accélère pas mal avec l'altitude. Typiquement, si tu descends, alors si t'es au-dessus de 100 ou si tu descends en dessous de 80. Alors au-dessus de 100, c'est pas gênant tant que ça reste stable apparemment, parce que dans le groupe il y avait des gens qui étaient au-dessus de 100. En dessous de 80, en théorie tu montes pas. Ouais. Puis de toute façon tu dois pas être super bien, je pense. En fait t'es vite essoufflé quoi. Ouais. T'es vite essoufflé et tu risques une embolie. Ouais. Et donc pendant on va faire les 6 premiers jours, parce que l'ascension finale, c'est le 7e jour. C'est dans la nuit du 6 au 7. C'est dans la nuit du 6 au 7. Donc on va prendre ces premiers 5,5 jours. Là, tu vis comment? Tu dors dans la tente? Tu manges comment? Tu fais quoi? Alors, je suis désolé. Non, mais truc très pratico-pratique. Il y a des toilettes ou il n'y a pas de toilettes? Il n'y a pas de douche? Il y a pas de douche. Donc en fait la toilette c'est toi avec toi-même et de comment tu te supportes. D'accord. Et de comment ton coloc de tente te supporte. Ah, parce que vous êtes 2 partantes. On est 2 partantes, ouais. D'accord. Mais par contre t'as une bassine d'eau qui t'est donnée, donc t'as 1 litre d'eau en fait qui t'est donnée tous les jours. Et oui, parce que l'eau il faut la monter aussi. Alors il y a des sources à chaque camp. Camp, sauf le dernier, mais à chaque camp il y a une source. Ok. Donc tu peux aller récupérer l'eau. Donc t'as le droit à 1 litre d'eau chauffé, ce qui est quand même un grand luxe. Ouais, chauffé. En tout cas, c'est ce à quoi on a eu droit. Donc un petit gant de toilette, un savon, et après tu fais ta toilette derrière un rocher, quoi. Ouais. Ça, tu peux le faire. Un peu route. Surtout tu le fais les 4 premiers jours. Après, quand il commence à faire 5-6 degrés, tu dis je m'en fous, je pleurais. Tu cherches celui qui a amené des lingettes en fait pour le faire dans ta tente. Ouais. Mais voilà, ouais. Donc ça, la toilette, voilà, les toilettes. Oui. Qui avait une vraie question. Mais écoute, excuse-moi. Non, alors chaque camp, c'est un peu comme un camping dans les camps. Donc il y a un trou. Ok. C'est assez roots. Il y a un trou. Après les organismes. À la turque. Ouais. Les organismes emmènent des toilettes chimiques. Ok. Pour nous Européens. C'est ça. Donc en plus du village de toile où tu dors, il y a une petite tente avec un toilette chimique que tu peux utiliser. Et en fait, ça fait vraiment très luxe. Mais c'est une partie de confort que t'apprécies. Tu m'étonnes. Surtout quand t'as des membres du groupe qui sont malades. Voilà, je pense que c'est vraiment un truc génial. On va pas aller plus loin, mais parce que justement, tiens, on mange quoi? On mange quoi quand on monte le Kilimandjaro? Alors, écoute, on mange beaucoup de soupe.
Ouais. Donc midi et soir de la soupe que tu reprends. Enfin, t'as une grosse marmite de soupe. On a du riz. Parce qu'il faut que tu prennes plein d'énergie quand même. Il faut que tu prennes plein de liquide. Oui. Donc de la soupe, du thé, du chocolat à l'eau, pas mal de trucs liquides. Après, dans les trucs un peu solides, des pâtes, du riz, de la semoule forcément, des légumes cuits. Classique, hein. Et c'est pas hyper protéiné tout ça. Et de la viande qui est pré-cuite en fait en bas, qui est montée et qui est recuite en haut pour éviter. Donc elle est toujours un peu sèche, toujours un peu dure, mais ça évite quelques complications gastriques par la suite. Ouais. Donc en fait tes protéines tu les as là. Après des fruits. En dessert ou en entrée, type mangue, ananas, avocat, donc des trucs locaux. Alors, je sais pas si c'est tous les groupes, mais nous, on avait des porteurs en fait qui descendaient tous les matins les ordures de la veille pour pas emmener les ordures. Alors, ils ont des voies de redescente qui sont plus rapides que celles avec lesquelles tu montes. Donc, ils redescendent les ordures et parfois ils remontent avec des trucs frais, quelques fruits. T'imagines les mecs qui faisaient une non mais c'est en fait hyper sportif pour le coup. Tu vois là on fait un truc où ça paraît pour nous Européens complètement dingue, mais eux c'est vraiment leur vie au jour le jour. C'est les vrais héros du truc en fait. Sans eux, tu fais pas le kili. Enfin ou pas dans ces conditions là en tout cas. Ouais. Et c'est incroyable de voir ces gens qui sont d'une gentillesse vraiment géniale. Ils sont là pour toi en fait. Ils sont là pour que tu réussisses. S'enchaîner des dénivelés pas possibles. Juste parce que t'es là, quoi. Ouais. Ça parle anglais ? Ça parle anglais, ouais. Swahili, donc la langue locale, et anglais. D'accord. Et ton groupe, c'était que des Français, là ? Mon groupe, c'était que des Français. Ouais. Puisque l'organisme avec lequel tu es parti... C'est un organisme français, oui, c'est Alibert Trekking. Alibert Trekking, d'accord. Donc, effectivement, que des Français. D'accord. C'est quoi les points notables, là, dans ces 5,5 premiers jours, pour toi ? Pour moi, c'est alors les paysages. C'est juste c'est juste dingue de grimper un volcan. Alors, le Kilimandjaro, c'est donc la plus haute montagne, le point culminant de l'Afrique. Je crois que c'est la plus haute montagne du monde qui est seule en fait, standalone. Enfin qui se tient seul, et c'est un volcan qui est encore un petit peu actif. D'accord. Les guides m'ont expliqué ils avaient mis des tubes en fait pour évacuer un peu la pression, pour évacuer le soufre et un peu de lave. Ok. Voilà. Et tu vois des paysages qui sont magiques. Et un truc qui m'a vraiment surpris, c'est la répétabilité de la météo. Et toute ta journée est tracée sur la météo. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, il fait beau. Vers 10-11 heures, selon l'altitude, soit ça se couvre, soit il neige, soit il grêle, soit il pleut, selon la température. Et puis après, ça se relève en fin de journée. S'il a neigé, ça fond. S'il a grêlé, ça fond. Et ça, c'est tous les jours. Tous les jours. Et c'est quoi ? C'est parce que la structure même de la montagne fait que... Le Kilimandjaro est tellement gros qu'il génère sa propre météo. Génial. Ouais, c'est assez incroyable. Hein. Et quand tu regardes les prévisions météo, en fait, ils sont incapables de prédire vraiment précisément à plusieurs jours ce qui va se passer. Le truc est tellement énorme qu'il génère sa propre météo. Ok. Et toi tu l'as dit en intro, je crois, t'aimes la photographie. Ouais. Donc t'avais amené des appareils, j'avais amené un petit appareil pour pas me charger en fait. Ah oui, il y a ça aussi, il faut le porter, c'est vrai. C'est ça. Non, j'avais amené un petit appareil qui va très bien, avec lequel j'ai fait des photos vraiment géniales, des photos et de paysages vraiment superbes, de flore, parce que t'as des espèces endémiques. Qui poussent des arbres endémiques qui poussent et qui mettent des années et des années à pousser entre le vent, le froid. Enfin voilà, les intempéries. C'est hostile la nature là. Ouais, c'est quand même c'est pas sympa, et j'ai pris du plaisir, et ça c'est un regret, tu vois, on l'a fait sur 7 jours. J'aurais adoré le faire en 10, prendre un trépied, pouvoir prendre du temps pour faire de la photo, pouvoir faire de l'astro, parce qu'en plus il y a pas de pollution lumineuse, donc pour faire des photos la nuit. Et ça, t'as pas vraiment le temps, en fait. Mais voilà. Ouais, t'as pu te poser à regarder des étoiles un peu, quand même. Ouais. Et ça fait très bizarre. Il
il y a un camp l'avant-dernier jour en fait où tu te poses, tu as une vue sur la vallée avec les villes donc, qui sont 4000 mètres plus bas et au-dessus de toi t'as les étoiles et c'est assez hypnotique d'avoir cette espèce de réflexion du ciel dans le sol, tu sais, avec les lumières de la ville et alors j'ai pas parlé aux étoiles, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient parlé aux étoiles, j'ai pas parlé aux étoiles mais elles sont proches, ouais. Ouais, il y a un petit côté magique, je pense à ça. Ouais. Mais justement, alors, t'es dans un groupe, mais t'es seul quelque part. Comment, voilà, tu vois, intellectuellement, je sais pas, tu le vis comment ça? Alors bien, parce que déjà le groupe était hétérogène, mais super sympa. Je pense qu'on a eu une bonne ambiance. Et après, ce qui s'est passé, c'est que je pense que ça a été pour tout le monde. C'est-à-dire que si t'as envie de monter dans ta bulle, personne va t'embêter. Ouais. Et si t'as envie de faire des blagues, discuter, parler des précédents voyages, des prochains, tu trouveras toujours quelqu'un. Et je pense que ça a été la force du groupe où on était aussi, ça a été de respecter l'autre et de le respecter soit dans sa souffrance physique ou psychologique, soit dans son bien-être et son envie de s'épanouir, quoi. Tu vois, et ça c'était chouette. Et alors, mal des montagnes ou pas mal des montagnes dans ces premiers jours? Alors dans les premiers jours, non, dans les premiers jours t'es bien, quoi. Super, t'es bien, t'es heureux. Ouais, je pense qu'on peut dire. Et surtout, moi, je vois, enfin, tu vois, tu passes à l'oxymètre, qui est un peu le cut, ouais, c'est ça. Et voilà, tu mets ton doigt, tu regardes pas. C'est bon. Et voilà, et tu vois ton corps qui s'adapte. Pas de mal des montagnes, tout va bien. Un petit peu de maux de crâne liés essentiellement à la pression, pas forcément au mal des montagnes, au changement de pression. Mais voilà, enfin, je suis hyper content et la confiance arrive en fait. Ouais. Je vais le faire. Tu vas le faire. Tu vois, et tu te mets dans un état d'esprit hyper positif. Et je vais le faire, ouais. Alors, justement, dans toutes ces aventures-là, c'est les derniers mètres qui sont et les plus dangereux et les plus compliqués et je sais pas quoi d'ailleurs. Ouais. Donc, raconte, tu disais, tu pars dans la nuit. Enfin, voilà, raconte-nous les 24 dernières heures. Alors, les 24 dernières heures, donc tu montes au camp de base. Donc, tu pars le matin, tu montes au camp de base qui est à 4006. Ok. Alors, tu pars de 3008, tu montes à 4006, tu redescends à 4003, tu remontes à 4006 avec un gros dénivelé parce qu'en fait, tu traverses un canyon. D'accord. Voilà. Bon. Donc ça, ok. Tranquille. Tu t'installes, il faut que tu arrives avant midi parce que ce que je te disais, la météo se répète et on a pris une averse de grêle. Je plains les gens qui continuaient à monter, parce que nous on était installés dans la tente de Metz, on était en train de déjeuner. Le truc est tombé, on voyait pas nos tentes qui étaient à 3 mètres. Enfin, c'était vraiment violent. Et après, donc tu prends ton déjeuner, sieste, tranquille. Ok. Moi j'ai rempli mon petit calepin, tu prends un bouquin. Ah, t'as pris des notes? J'ai pris quelques notes, ouais. En fait, ma femme m'a dit, tu prends un calepin, tu prends des notes et tu me le donneras en rentrant. Voilà, c'était cette espèce de discours que j'ai pas pu avoir, enfin les nouvelles que j'ai pas pu lui donner. Ah ouais. Voilà, je les ai écrites et je lui ai donné le calepin en rentrant. C'était assez sympa. T'as écrit quoi dans ton calepin? C'est pas indiscret. Il y a des trucs indiscrets, mais non, mais globalement, quand je le relis, je m'aperçois que j'ai bien kiffé le truc en fait. Ouais. Et c'était positif, sauf qu'il y a eu une nuit. Écoute, alors vous le voyez pas, mais le calepin il est tout petit. Il est tout petit. Il est tout petit, tout fin. À mon avis, justement, il doit pas peser lourd. Non. Et voilà. Non. Entre le jour 3 et le jour 4, où là, je m'aperçois même à mon écriture que j'écris comme un cochon. J'ai eu une mauvaise nuit, j'étais pas bien dans mon ventre, et on a pris pas mal d'altitude, et ça a été le coup de mou en fait de l'ascension. D'accord. Donc voilà, ce que j'ai écrit dans mon calepin, c'est mon ressenti et ce que j'avais envie de partager avec mon épouse. Donc j'ai pris mon petit calepin, donc midi, tu déjeunes, la sieste, tu vis ta vie.
17 heures à table. Ouais. Tu dînes. Vous arrêtez pas de bouffer, c'est pas Et ouais, tu vois. Et en fait, et après, au lit. Donc, 18 heures, tu es au lit jusque 23 heures. Et là, tu dors vraiment? Tu cogites. Ouais. T'essaies de dormir. En plus, t'es dans un camp qui est quand même, je le disais, la voie Matchamé, c'est la plus empruntée. Les camps sont assez grands, il y a beaucoup de bruit. Donc pour dormir, c'est pas très simple. Et puis c'est pas une heure naturelle, donc tu te reposes essentiellement. 23 heures, on vient sonner à l'entrée de ta tente. Réveil, tu vérifies ton sac. D'accord. Voir si t'as bien tes gants, ta gourde. Tu récupères un thermos de thé. Ouais. Faut que t'emmènes un thermos de thé chaud. Ouais. Parce qu'en fait, l'idée c'est de dire que tu bois ta gourde jusqu'à une certaine altitude. Après, elle gèle. Donc là, tu bascules. Ouais. Après, tu bascules sur le thermos de thé. Ok. Et puis quand tu redescends, tu retrouves ta gourde qui est en train de l'eau est en train de dégeler. Ouais. Moi, j'ai une gourde en alu et j'avais mise à l'extérieur. Effectivement, ça commençait à faire des beaux glaçons. J'étais prêt pour l'apéro. Donc check des sacs, 23 heures, distribution de quelques trucs énergétiques. Quoi, des barres? Ouais, des barres, un jus de fruits. On te charge, quoi. Ouais, il faut que t'aies du sucre. Ouais. Sachet de glucose. Bon, j'ai jamais vu ça. C'est quoi ça? Du glucose pur en fait. En sachet pour si jamais t'as un vrai gros coup de mou. Et puis c'est parti. En fait, 23h30, 23h45. Donc il fait nuit, frontale. Il doit faire -5, -6. Comment on peut aimer faire ce genre de truc? Et voilà. Et là, c'est parti pour l'ascension. Les règles sont assez simples. Le guide est devant, il donne le rythme. D'accord. Et personne ne dépasse le guide. Et quand tu dépasses un groupe, parce qu'en fait, tu as plusieurs groupes, tout le monde part en même temps. Donc, l'idée, c'est de faire 6 heures d'ascension, d'arriver en haut, à Uhuru Point, qui est le point le plus haut, pour 6 heures, 6h30, et le lever du soleil. Oh, c'est génial, voir le lever du soleil. Au Kili. Ouais, c'est clair. Ça pose son nom. Ça pose son nom, ouais. Donc, du coup, départ, un rythme très, très lent, un peu plus rapide que les autres groupes, donc on a pas mal doublé. Mais quand même, voilà, c'est quand même polé, comme on dit en Swahili, doucement. Ok. Et là, en fait, Et tu as vraiment, tu as cette sensation de marcher doucement, que c'est un rythme doux. Alors oui, et je pense que c'est un peu le truc traître, c'est-à-dire qu'il y a un moment, nous, on a splitté, donc on avait 3 montagnards avec nous qui trouvaient que c'était beaucoup trop lent pour eux, qui sont partis devant. D'accord. Nous, on a suivi, et en fait, ce qui se passe, c'est que l'accumulation de la fatigue, le manque d'oxygène, le fait de marcher, je sais pas si tu as déjà fait des courses de nuit à la frontale, le fait de marcher à la queue leu-leu. Si, pendant mon service militaire, mais ça n'a rien à voir. Ok. Marcher à la queue leu-leu, suivre les pas des gens, c'est un peu hypnotique. Et là, le sommeil arrive, en fait. Ah, tu t'endors en marchant, t'as envie de t'endormir. Moi, ça m'est arrivé. Je suis tombé, en fait, je m'étais endormi. Je me suis retrouvé dans la neige. Bon, tu te réveilles assez vite. Les guides te sautent dessus pour voir s'il t'est rien arrivé. Ouais. En fait, je me suis endormi en marchant. Je savais même pas que ça pouvait être possible, ça. Ouais. Et donc, du coup, tu fais beaucoup de pauses où tu bois, tu manges du sucre pour garder le rythme. Et après, t'as ceux qui sont malades dans le groupe, de problèmes gastriques, qui s'arrêtent aussi parce que faut se mettre derrière un rocher. Faut se mettre vite derrière un rocher. T'as pas trop le droit de t'éloigner du chemin parce qu'il y a des crevasses, il y a des trous. Donc pour éviter que tu disparaisses, c'est un peu dommage. Ce serait dommage. Et voilà, et t'es parti pour les 6 heures d'ascension comme ça, un rythme. Je pense que le train de sénateur, c'est même vite à côté. Ok. Et voilà, et tu sens, donc tu passes les 4008, 4006, tu passeras 4006, 4008, tu passes le Mont Blanc, t'es hyper content. 5000, 5002. Ouais. Donc, voilà. Et après. Alors, comme ça va. Alors, tu dis ça va lentement, mais finalement relativement vite. Ouais. Pour ton corps, en tout cas. Ouais. Il a pas forcément complètement le temps de s'adapter. Tu sens je sais pas, tu sens l'oxygène qui diminue, tu sens la pression. Moi, j'ai pas eu de maux de tête, mais tu sens le manque d'oxygène. Et je l'ai vraiment ressenti. Ça fait quoi? Oh, t'es au bout de ta vie, quoi. T'es au bout de ta vie. Et après, tu prends tout, tu fais tout au mental. C'est-à-dire que t'es vraiment au bout de ta vie. Et là, pour moi, c'est devenu dur, en fait.
5002, 5004. D'accord. Ça a commencé à être vraiment, vraiment très dur. Je me suis posé la question de redescendre. Ouais. Parce que tu commences un peu à tituber. Okay. Tu vois, le mal des montagnes, et là, le mal des montagnes m'a saisi. 5004. Ouais, 5004. Et t'es pas arrivé. Il reste encore 500 mètres. Ouais. Et puis, à cette altitude, c'est beaucoup. Hein. Ouais. Et donc, les guides m'ont posé des questions, voir si j'étais toujours conscient, si j'étais pas en plein délire. Ou si vous avez leur checklist. C'est ça. Mes potes de groupe m'ont posé des questions en français, en anglais, voir si tout allait bien. Je leur ai répondu. J'ai même fait des blagues apparemment. En anglais. Pourquoi apparemment? Parce que j'ai un petit blanc, enfin un petit noir, ou un petit trou, enfin j'en sais rien, un trou noir, voilà. Non, il me manque un morceau de l'ascension. Il me manque un morceau de l'ascension. Incroyable. Ouais. Donc entre 5004 et 5007. Ouais. Donc tu arrives à Stella Point, qui est le premier point en fait sur le Kili. J'ai pas réellement de souvenirs. T'as marché. J'ai marché. Et ça se trouve, j'ai dormi. Il paraît qu'il y a des gens qui arrivent à marcher en dormant. Et après, c'est incroyable qu'il y ait un blackout comme ça. Blackout complet. Et entre Stella Point et Uhuru Point, donc il y a à peu près 600-700 mètres linéaires et 150 mètres de dénivelé. Ouais. Là, je me souviens, pas de tout, mais je me souviens du j'ai vu le cratère, j'ai vu le glacier. T'as pris des photos ou pas? J'ai donné mon appareil photo. J'arrivais pas à prendre des photos. J'ai donné mon appareil photo. Donc je suis allé jusqu'en haut. C'était quand même un peu, c'était un peu tendu, mais j'étais pas en possession de tous mes moyens. Alors, il paraît qu'il y a une photo de toi tout en haut où tu te ressembles pas. Ouais, je l'ai vu après. J'ai édité mes photos là cette semaine. Et effectivement, il y a une photo de moi tout en haut où je suis de la même couleur que ta chemise, je pense. Donc blanc. Blanc. Avec les lèvres un peu bleues. Donc il y a un petit souci d'oxygène, clairement. Et cette photo, tu t'en souviens pas? Cette photo, je m'en souviens. Alors les photos de groupe, parce qu'en fait, comme j'allais pas bien dans le groupe, il y a les groupes qui étaient devant nous ont cédé la place pour prendre les photos et qu'on puisse redescendre rapidement. Sympa. Lui, le gars, il faut qu'il redescende vite. Allez, on fait la photo. C'est ça. Et et du coup, non, je me souviens très bien des photos de groupe. Je me souviens super bien du glacier. Je me souviens super bien du cratère. Je me souviens du guide qui me dit mais non, tu vas y arriver, on y est presque. Il te motive. Fais-moi confiance. Ok. Mais ouais, c'est dans l'ascension là, pour arriver à T'as tunnelisé en fait. Je sais pas, tu t'es mis en mode sûreté quoi. Ouais. Tu vois. Et rétrospectivement, ça fait un peu peur. Ouais. Après, tu te dis aussi que c'est ce mal des montagnes là. Tu vois, j'étais plus apte à prendre des décisions. Ouais. J'étais apte à suivre. Et je pense que le fait d'avoir une bonne condition physique a aidé. Oui. Mais j'étais plus apte à prendre des décisions. Ouais. Y compris pour toi-même. Y compris pour moi-même, ouais. C'est vraiment bizarre. Ça doit être vraiment bizarre comme sensation. Et sur le moment et a posteriori. Ouais, c'est ça. A posteriori, ça te fait peur, en fait. Et tu comprends, il y a quelques films d'alpinisme ou quelques documentaires où tu vois les gens qui sont saisis du mal des montagnes, qui font n'importe quoi, hein. Il y a un film là, sur des mecs qui font l'Everest, le mec se met tout nu. Il a 8000, il se met tout nu, il se jette dans le vide. Ouais. Je pense que ça peut arriver, ouais. Enfin voilà, t'es plus lucide, tu prends plus les bonnes décisions. Ouais. Mais bon, je suis redescendu. Et dans tes autres collègues du groupe, ça donnait quoi? Alors ceux qui ont splitté, qui sont montés hyper vite, il y en a un qui a été un peu malade. Nausées, vomissements, enfin voilà. C'est ça, fallait rester dans le groupe. Non, globalement, tout le monde était fatigué. Ouais. Il y en a pour qui il n'y a eu pas de mal des montagnes du tout, pas de maux de tête, pas de vertige, pas de nausées. Dans votre groupe, tout le monde est allé en haut? Dans le groupe, tout le monde est allé en haut. Et ça, c'est génial parce qu'à un moment, y a 2 personnes du groupe qui ont dit mais nous, on peut plus, en fait, on est au bout de notre vie. Donc on vous accompagne au camp de base et on vous attendra. Et une fois arrivé au camp de base, je pense qu'ils se sont dit mais en fait le plus dur est fait, le groupe y va. Et les guides ont été sympas, ils leur ont dit non mais vous montez, si ça va pas on redescend. On est là pour vous. Ouais. Et ils sont montés, ils sont arrivés en haut. C'est génial. C'était un couple et c'était vraiment beau quoi. Ouais. C'était vraiment beau.
Enfin, tu dis c'était vraiment beau, tu te souviens de rien. Mais si, parce que je me souviens de la photo. Et non, et c'était après quand on est redescendu, on a discuté, tu vois. Donc, mais là, c'était vraiment chouette. Ouais. Voilà. Donc, donc tu te souviens des photos de groupe, tu te souviens de, je sais pas, de réflexions que t'as eues à ce moment-là. C'est quoi? Alors, ok, t'es un peu dans les vapes. T'es fier, je me dis, je l'ai fait, je suis hyper content, je suis allé au bout. Je me dis aussi que c'est le truc le plus difficile que j'ai jamais fait. Alors, pas forcément malgré les triathlons, malgré les... Ouais, c'est le truc le plus difficile que j'ai jamais fait, et probablement à cause du mal des montagnes, parce qu'à un moment, le sentiment, la sensation, c'est avoir la volonté de se lever, de marcher, et s'effondrer. Tu vois, le corps suit plus. Mais la tête, ça allait, quoi. Ouais. Mais ça va faire bizarre. Et donc ton cerveau te dit lève-toi et marche. Il y en a un autre qui a dit ça, mais lève-toi et marche. Tu te lèves et tu tombes. Et t'essaies de t'appuyer sur tes bâtons et tu t'effondres et c'est compliqué, ouais. C'est compliqué, tu titubes. Tu sens que ça va pas du tout. Puis vous le voyez pas, mais le mec il est quand même un peu sharp, quoi. Il est un peu taillé. Tu dis non, c'est vrai. Non, mais t'es sportif et tu dis waouh, si un gars qui a cette condition là tient plus sur ses jambes. Ouais, mais c'est qu'il y a un impact fort, quoi. Tu vois. Ouais, c'est ça. En fait, t'es vraiment épuisé. Ouais. Vraiment. Donc maintenant vous l'avez compris. Grégory est monté tout en haut. Il y a une photo de lui que personne ne verra, mais où il est vraiment bizarre. Ouais. Et là, il faut redescendre. Et tu peux pas. Et moi, je peux pas. Problème. Tu peux pas y aller en roulé-boulé, là. C'est long. Il y a des rochers. Tu peux pas faire n'importe quoi. C'est dangereux. Et pourquoi vraiment, tu peux pas? Physiquement, Non, tu peux pas. D'accord. Je peux pas. Et là, il s'est passé un truc. De toute façon, t'as deux solutions pour redescendre. Soit c'est tes jambes, soit c'est l'hélico. Ok, oui. Il n'y a pas d'hélico. Voilà. On va spoiler, il n'y a pas d'hélico. Et du coup, non, j'ai eu... les guides m'ont pris un de chaque côté. Ok. Et ils ont... Quel boulot, putain. C'est touriste, franchement. Je leur dois beaucoup. Et ils m'ont descendu une bonne partie du chemin. Et en fait, il y a quelques porteurs qui sont montés à notre rencontre. Ouais. C'est parce qu'on est en contact radio. Oui, ouais. Et qui ont relayé les guides. D'accord. Jusque, je pense, je vais pas dire de bêtises, mais 5003, je pense. Donc ils m'ont fait faire 5003, 600 mètres en descendant. D'accord. C'est une espèce de sable en fait dans lequel tu fais comme du ski. Tu descends en serpentant. Ok. Donc j'avais un porteur de chaque côté qui m'aidait en fait à descendre. Tenir, vraiment, ouais. Et à un moment, je leur ai dit bon les gars, c'est bon là, il faut qu'on s'arrête. Et là, c'était vraiment incroyable parce que je m'assois sur un caillou, je souffle, je bois un coup, je mange. J'avais pris quelques barres, là, je mange une barre. Et un touriste allemand, un mec comme moi, quoi, qui grimpait, passe, il me demande si ça va. Je lui dis écoute, c'est compliqué. On discute et il me dit tiens, prends ça et tu verras, ça ira mieux. Et puis après, bonne descente. Et il me file un gel, donc un truc que tu prends en compétition, en course à pied. Ouais. C'est un truc que moi je prends jamais. Son gel était hyper dosé en caféine. Du Red Bull plus. C'est ça. Donc je prends le truc, je bois et je le digère et je termine quasiment tout seul la descente. Le truc, ça t'a vraiment donné un coup de fouet. Ça m'a vraiment donné un coup de fouet. Je descends jusqu'au camp de base. Le mec, il est sympa quand même. Parce que lui, il montait en plus. Non, il descendait. Il descendait aussi. Tout le monde descend. C'est la voie pour descendre. Et là, mais ça tu vois, solidarité entre alpinistes. Ouais. Mais je pense que quand on monte, on est tous conscients des risques. Ouais. Et on est tous là pour s'aider. Et voilà. Et donc je descends, camp de base, 4006. Et là, au fur et à mesure où tu descends, justement, tu sens le truc ça va grave. C'est incroyable. Tu sens que tu reprends des forces, tes muscles te reportent, t'es vraiment là pour... tu peux redescendre, quoi. Tu peux redescendre. J'arrive à la tente. Mon coloc de tente, qui était du groupe de 3, qui avait splitté, était en train de dormir.
Donc je descends, il est tard, hein, il est 10h30 je crois. Oh bah ouais, je t'ai pas posé la question. Donc t'as vu le soleil se lever ou pas? Le soleil était... Non, parce qu'en fait on a mis... alors je sais pas à cause de qui, parce que j'ai un petit trou noir, mais ou pourquoi, non. Mais quand on est arrivé, le soleil était levé, ouais. D'accord. Mais tu vois, on parlait du côté magique au début de notre discussion là, sur le fait que moi c'est un truc qui traîne dans ma tête depuis 99. Ouais, quand tu te balades sur les bords et que t'as cette vue sur la savane au loin, ça je l'ai vu, ça je m'en souviens. Là, t'as la petite musique d'Out of Africa. Ouais, ce côté magique et c'est incroyable. C'est incroyable. Après, quand tu es sur le Kilimandjaro, c'est le seul endroit où tu ne vois pas le Kilimandjaro. Oui, c'est vrai. Voilà. Ok, donc tu arrives, t'es soulagé. Enfin, ça va beaucoup mieux quand tu redescends. Ouais, ça va mieux. Je réveille mon coloc, on discute. Lui a eu une expérience un peu différente parce qu'il a eu pas mal de nausées. Je me mets dans mon duvet et je me fais 1h30 de sieste. Là, tu dors vraiment. Mais malgré le bruit, malgré tout ce qu'il y a autour. Ouais, c'est un truc une sieste bien profonde et récupératrice. Midi, on vient nous réveiller pour le déjeuner. Je me mets à table, mais j'ai pas très faim. Donc probablement une suite du mal des montagnes, tu vois, une espèce d'anorexie d'altitude. Donc, je grignote un bout de crêpe et puis voilà. Et on remet les sacs à dos et on redescend donc de 4006 à 3100 l'après-midi. Et là je me dis mon coco, ça va être long quoi. Et en même temps c'est violent hein, quand même, tu descends vite hein. Tu descends vite et surtout il faut pas oublier que tu t'es levé à 23h. Ouais, ça fait une grosse journée. Ça fait une très grosse journée, ça fait 12 heures que tu marches. Enfin que tu montes et que tu descends et c'est là où je me rends compte du problème d'oxygène. Et en fait en descendant je descends tout seul en fait. 4006, 3100, je le fais tout seul, tout va bien. J'ai repris des couleurs, on discute, je refais des photos, enfin le truc incroyable. Et gros soulagement en arrivant parce que tu arrives à la limite de la forêt tropicale. Gros soulagement, beaucoup de plaisir, t-shirt, ça y est. Et là tu te dis elle est où la bière? On l'a fait. Voilà, donc c'est une grosse journée. Ça a pas été simple. Je pense que je me suis mis à risque, mais sans le vouloir en fait. Tu vois, tu peux plus prendre tes décisions. C'est ça. Et voilà. Et merci. Sur le moment, t'en as pas forcément eu conscience. Non, mais même l'après-midi, parce que t'es crevé. C'est vraiment le lendemain, quand t'es dans le bus et que tu sors du parc en fait. Où là, tu regardes le Kili et rétrospectivement, tu te refais le film et tu te dis mince. C'est pas passé loin, quoi. Voilà. Une grosse journée. C'est à quel moment où t'appelles ton épouse? Alors, pas là. Mais pas là. En fait, donc après, tu sors, tu fais les formalités. Il faut que tu signes. En fait, à chaque camp, il faut que tu signes un petit registre. D'accord. Pour dire voilà, j'étais là. Ouais, c'est quand même bien encadré cette affaire. C'est bien encadré, ouais. C'est bien processé, c'est bien encadré. Je notais, il y a 20 000 personnes en fait qui font l'ascension à peu près par an. Ok. Donc ça veut dire que c'est moi à peu près organisé. Ouais, faut regarder. J'avais un peu plus en tête parce qu'on avait fait des petits calculs, mais ouais, je pense que c'est entre 20 et 40. Mais c'est très bien organisé. C'est très bien organisé. Donc tu signes ton petit carnet de sortie, le guide imprime des diplômes. Oh, t'as un diplôme? J'ai un diplôme. Toujours, t'as un diplôme? Avec un QR code, un truc hyper moderne. Donc là, tu prends le bus en fait pour retourner à Kilimandjaro Airport. Ouais. Mais d'abord, tu passes dans un lodge pour le bonheur de tes voisins d'avion. Prendre une petite douche. Ah oui, mais parce que ça fait 7 jours que t'as pas pris de douche. Ça fait 7 jours que t'as pas pris. Ouais, ça fait quelques. Voilà, ça fait un moment que le savon te fuit en fait. Et tu vois, j'avais pas du tout pensé à ça. Et oui. Donc, comme quoi, c'est bien organisé, tu vois. C'est bien fait. Ouais, c'est bien fait. Petite douche en arrivant. Tu vides ton sac, tu remplis ta valise. Puis là, t'essaies de choper le wifi pour donner des nouvelles. Bah oui. Et voilà, donc c'est là où j'ai appelé mon épouse, qui était morte d'inquiétude, qui m'a dit écoute,
j'ai failli appeler l'organisme pour voir comment ça allait, quoi, qu'il n'y ait pas de nouvelles. Qui était morte de trouille, ouais. Tous nos potes m'ont demandé des nouvelles en me disant mais qu'est-ce que t'as fait, quoi. Ah ouais, parce que il y a eu un blackout de communication. Voilà. Ouais, mais j'ai éteint mon téléphone le matin où on est parti du lodge pour rentrer dans le parc. Ouais. Mais éteint physiquement. J'ai mon appareil photo et je l'ai rallumé au lodge quand on est rentré après avoir pris ma douche parce que c'était un peu speed. Après avoir pris ma douche et m'être installé à table. Putain, le mec, tu prends ton temps, quoi. Tu prends ta douche, tu te mets à table. Puis là, tu dis, ah tiens, je vais appeler, histoire de donner les news. C'est ça. Et c'était pas mal, en fait. Alors, j'aurais peut-être dû donner des nouvelles. Mais la détox, la vraie détox digitale. Tu m'étonnes. Et je le vois là, tu vois, une semaine après être rentré, il y a des applis qui ne s'ouvrent plus. Je perds moins de temps. D'accord. Intéressant. Ouais, intéressant. Et alors, juste d'un point de vue pro, justement, tu étais entre deux boulots. Ouais. Comment tu le... À ton avis, c'est... j'allais dire, est-ce que c'est un truc positif pour ton prochain boulot? Je pense que oui, non? D'avoir fait ça? Ouais. Pas que, en fait, surtout pour moi. Enfin, déjà, j'arrive... j'ai fait une grosse coupure. Oui, c'est vrai. Et une vraie. J'ai testé mes limites. J'ai réalisé un rêve. Ouais, je pense que j'arrive plutôt apaisé et confiant dans mon prochain boulot. Ouais. Bah, tu m'étonnes. Ouais. T'es monté en haut? Ouais. Tout en haut. Bon, tu t'en souviens pas, mais... Il manque un morceau. J'allais dire, si c'était à refaire, est-ce que tu le referais? Je pense que oui. Oui. 10 fois. Ouais, 100 fois. Ouais. Mais, alors, c'est ça la problématique avec le fait de réaliser ses rêves. C'est qu'une fois que t'as coché la case, il y a quoi après? Et c'est quoi le prochain? C'est un K2? C'est l'Everest? C'est, Alors, vu ce qui s'est passé, ça sera l'Ifremont, discuter avec un médecin de la montagne, probablement faire un test en hypoxie. Mais en fait, je suis pas un montagnard, je suis pas forcément attiré par non, mais la c'est montagne. l'aventure. C'est plus l'aventure. Alors, ouais. Le K2, l'Everest, franchement, je pense que c'est pas pour moi. Ouais. Celui qui me ferait rêver, c'est la Concagua. Kisako. C'est le sommet le plus haut des Amériques. D'accord. Qui est dans la cordillère des Andes. Mais il y a d'autres trucs que j'ai envie de faire et je pense que la prochaine aventure sera familiale. Moi, j'adore partir avec mes enfants, ma femme. Oui, mais est-ce que tes enfants adorent partir avec toi à l'aventure? Ouais, c'est autre chose, ça, encore, tu vois. La dernière aventure, on a passé 15 jours en Namibie. C'était il y a 5 ans, donc c'était avant de partir aux Émirats. Ouais, ils ont adoré et ils réclament de repartir. D'accord. Et même quand on était, on parlait du Dubaï, qui est pas le Dubaï de la télé. On s'est fait, par exemple, un Noël dans la partie du MT Quarter qui est dans l'émirat d'Abu Dhabi. On a passé Noël, plusieurs jours là-bas, donc avec les 4x4, les tentes, et puis rien du tout. Ils ont adoré, quoi. Donc ouais, ils adorent partir. Ah, d'accord. Okay. Donc la prochaine, c'est en famille. Prochaine, c'est en famille. Et ce sera pas un truc en altitude, je pense. Ok. Je sais pas ce que vous en pensez qui écoutez, mais alors je m'en sens complètement incapable, mais ça fait envie en t'écoutant. Tu te dis waouh, c'est quel trip quand même. Ouais, effectivement. Et tu vois ce que tu disais, on dit qu'il faut pas rencontrer ses idoles pour pas être déçu. Moi, le Kilimandjaro, c'était vraiment un truc où je sais pas. Enfin, il y a des noms comme ça où il y a des images. J'ai rencontré mon idole et pour le coup j'en suis pas je suis hyper content. T'en es pas déçu? J'en suis pas déçu. Ouais, c'était vraiment beau, c'était une belle aventure à refaire bien évidemment demain, enfin modulo quelques tests avant, mais bien évidemment demain. Ouais. Ouais. Ton épouse, elle a regretté de pas être avec toi?
Non. Non, alors quand je lui dis voilà, je veux faire ça, donc soit le Kili, il y avait le truc dont on a parlé là, en Finlande là, et la troisième option c'était la Patagonie. Ouais. Elle m'a dit écoute, elle a regardé, elle a dit par au Kili, je pourrais pas le faire. Ouais. Par contre, tu penses à moi pour la Patagonie. Ok, cool. Voilà. Donc elle a pas regretté. Ouais. Elle est pas aussi aventurière et puis. Puis c'était pas son rêve à elle, c'était ton rêve à toi. C'est ça. Voilà. Ok, joli. Greg, merci de tout ça parce que c'est franchement, enfin voilà, je te dis, c'est une belle aventure, une belle histoire. Est-ce qu'il y a des questions que j'aurais dû te poser que je t'ai pas posées sur tout ça? Un truc que tu avais envie de dire ou partager sur tout ça? Alors, un truc que j'ai envie de partager, clairement. Avant de partir pour le Kili, quand le truc était validé, j'ai regardé pas mal de vidéos, tu sais. Ouais. Aujourd'hui, sur YouTube, c'est facile. Et il y a beaucoup de gens qui se filment. Bien sûr. En train de grimper le Kili. Là, on en parle entre nous. On est à Orléans. Dans un bureau chauffé, tout va bien. On est en altitude, on est au 2e étage. Ah ouais, c'est ça. Moi, le truc que je mettrais en avant, c'est que les vrais héros du truc, c'est quand même les porteurs et les guides, mais les porteurs qui te permettent de faire ce truc. Et le mec qui porte les chiottes, là, lui, c'est un vrai héros. Et tu sais que le mec qui porte les chiottes, il a un autre boulot, qui est que quand t'es au camp de base, en fait, la source d'eau est 300 mètres plus bas. Ah putain, il descend avec un bidon de 25 litres, il remonte, pose le bidon, il en prend un vide, il redescend, il remonte. Ouais. Et les vrais héros du truc, c'est vraiment eux. Et dans le groupe où on était, donc le dernier jour, on s'est dit au revoir en fait avec les porteurs, les guides, etc. Donc ils nous ont fait la petite danse et le petit chant du Kilimandjaro. Alors je vous invite à aller voir sur YouTube la chanson du Kilimandjaro, qui est une chanson vraiment géniale. Et Yvan, qui était donc notre doyen du groupe, a fait le discours en fait d'adieu. Et il leur a dit un truc qui m'a vraiment touché. Il a trouvé les bons mots, qui était de dire: on a beau être européen, nous on est là pour réaliser un rêve. Le Kili, c'est un truc, pour tout le monde, dont on rêve depuis longtemps. Et si on l'a fait, si on est arrivé au bout, et si on est redescendu, c'est grâce à eux, c'est grâce à leur boulot. Et cette espèce de phrase en fait qui répète, qui est de dire ton plaisir c'est mon plaisir. Tu vois, je suis là pour toi. On l'a vraiment vu, on l'a vraiment vécu. C'est des gens qui sont d'une humilité incroyable. C'est-à-dire que toi tu mets ton doigt dans l'oxymètre pour savoir si ça va passer ou pas. Eux, je n'ai pas l'impression qu'on leur demande si le niveau d'oxygène est bon. Tu vois, on leur met un sac à dos et roule ma poule. Voilà. C'est vraiment le truc que je voudrais rajouter et dont il faut pas oublier de parler. C'est que sans ces mecs-là qui nourrissent leur famille avec ce qu'on fait, ce serait pas possible en fait. Par rapport, alors justement, juste pour tirer ce fil-là, par rapport au salaire moyen en Tanzanie, ils gagnent bien leur vie, tu sais pas? Je pense que c'est pas trop mal, parce qu'en plus t'as un pourboire qui est donné par le groupe à la fin. Donc je pense que c'est pas trop mal, sinon ils le feraient pas, parce que c'est quand même physiquement c'est un truc de fou, complètement incroyable. Faut bien s'imaginer grimper tout ce que moi j'ai grimpé tout ça avec 6 à 8 kilos sur le dos. Eux ils le font avec 20-25 kilos. Ça n'a rien à voir. Et puis que des trucs, tu te dis est-ce que c'était vraiment utile d'emmener une friteuse? Bon, je sais pas, c'était nous on était contents d'avoir un poulet frites. Oui, mais franchement, tu vois, donc il y a tout ce confort, les toilettes chimiques, tout ce confort en fait, t'as quand même des non, je pense que en termes de salaire, je pense que c'est pas mal. Et puis ça a l'air bien, en tout cas j'ai pas regardé. Et puis il y a toute une économie locale qui se crée en fait, même en bas avec les mototaxis qui ramènent les porteurs chez eux. Il y a tout un truc un marché de la seconde, troisième, quatrième main de l'équipement technique de montagne.
Parce que bon, non, voilà. C'est ce que dit Wikipédia d'ailleurs, c'est qu'il y a une vraie économie autour du Kilimandjaro et que justement il y a plein de réflexions. J'ai vu que il y avait eu des projets, je sais pas si c'est encore le cas, mais de téléphérique sur le Kilimandjaro. Toi, t'en penses quoi? Toi qui l'as fait de téléphérique. Mais ouais. Ouais, ça perd de sa magie. Ouais, je suis d'accord. C'est pas la même chose. Non. Tu sais qu'il y a, alors c'est drôle parce que il y a une voie qui s'appelle la voie Coca-Cola, qui est surnommée la voie Coca-Cola, parce qu'en fait tu dors en lodge et tu dors pas en tente. D'accord. Qui est la voie la plus empruntée par nos compatriotes américains. C'est pour ça qu'ils l'appellent la voie Coca-Cola. Okay. Déjà là, tu te dis il manque un truc en fait. Enfin, tu vois, c'est moins l'aventure en téléphérique. Ça te laisse pas en tour. Bah ouais, le glacier a quasiment complètement disparu. Enfin, pourquoi il collait un téléphérique? Enfin, tu sais, c'est un truc. Bah parce que tu fais monter plus de monde et donc. Ouais, l'entrée au parc, c'est c'est $1000 quoi, l'entrée au parc. Ah oui. Ouais. Ouais, quand même. Donc je peux comprendre l'idée du téléphérique, mais ça, je sais pas, ça me dépasse un peu quoi. Alors, Grégory, tu vas pas y couper. Voici les 7 dernières questions de la colle. Dis-nous, quel est ton mot préféré? Alors je vais le piquer à mon fils, à mon dernier. C'est devenu le mot préféré de tout le monde, je crois. C'est incroyable. Mais incroyable au sens émerveillé. Et j'adore en fait quand il me dit mais c'est incroyable. C'est que vraiment il en a plein les yeux, il est émerveillé. Et c'est devenu pareil pour nous en fait. Il a trouvé que ce que tu as fait c'était incroyable ou pas? Ah, il comprend pas. Voilà, tu vois, il fait de la boxe. Ouais. C'est un dur à cuire. Mais il dit mais t'as un problème quoi. Ok. Quel est le mot que tu détestes? Alors c'est pas un mot, c'est une petite phrase qui dit c'est comme ça. Ah, et pas autrement. Et pas autrement. Et ça me... c'est... voilà, t'avances pas quoi. T'avances pas. Donc tu es un révolté contre les statu quo alors? Je suis pas un révolté contre les statu quo, mais faut vraiment argumenter. Ça peut pas être juste c'est comme ça. Si c'est comme ça, il y a une raison, faut l'expliquer. Et si on pouvait faire autrement, faut peut-être y réfléchir et pas juste se contenter d'un c'est comme ça. Rien à dire. Le son, le bruit que tu aimes? Alors, je vais être hyper original. C'est le bruit de la nature quand je me réveille le matin, quand j'ai le temps de faire une grasse mat. Ouais. Donc ça va être les oiseaux qui vont chanter dans le jardin, enfin les bruits de la vie au matin, le week-end quand t'as le temps de faire une grasse mat. Quand tu te réveilles sur le Kilimandjaro, t'entends quoi? Les porteurs, les cuisiniers. Ouais, parce qu'eux ils sont réveillés avant toi. C'est eux qui te réveillent, ouais. Il y a quelques oiseaux, il y a un petit peu de faune. Ouais. Il y a des énormes corbeaux qui te suivent en fait et qui espèrent manger un truc qui va tomber, tu vois. Il y a quelques espèces de gerbilles c'est pas vraiment des gerbilles, enfin comme entre la gerbille et le rat, mais voilà, pareil, des animaux qui se nourrissent un peu du. Alors, en parlant des corbeaux, les déchets. Ouais. Tu disais qu'il y a des gars qui descendent des poubelles. Ouais. Donc c'est propre. Alors moi j'ai trouvé c'est sale dans les camps. Alors sale. Il y a beaucoup de petits bouts de plastique, des piles, enfin voilà, des trucs qui sont pas ramassés. Oui. Mais globalement, entre les camps, c'est hyper clean. Et j'ai vu, je l'ai vu, hein, déjà nous on faisait attention, mais les porteurs, tout ça, dès qu'il y a un papier, tu as une barre protéinée qui tombe d'un sac, etc. Tout le monde ramasse. Ouais. Et tu laisses pas de traces, ouais. Le son ou le bruit que tu détestes? Alors, il y en a vraiment un que je supporte pas. C'est le bruit du souffleur de feuilles thermique. Ah ouais? Pourquoi? Je ne sais pas. Déjà, je trouve que c'est un instrument qui ne sert à rien. Ça doit être mon côté un peu rétro. Je trouve ça tellement beau, un balai. J'en parlerai à Manu, mon responsable des infrastructures. C'est ça. Rêve que d'un souffleur. mais je sais pas. Je crois que le bruit du souffleur thermique, je me dis mais c'est un truc incroyablement bruyant. Oui. Juste pour ramasser. Quasiment inefficace. C'est ça. Juste pour souffler des feuilles. C'est beaucoup de bruit pour pas grand chose. Et je sais pas si tu t'es baladé dans les parcs là, il y a pas très longtemps, mais il y avait un vent à décorner les bœufs. Et nos jardiniers préférés essayaient de faire des tas avec les souffleurs de feuilles. Je me suis dit mais quand même.
L'absurdité du truc, ouais, je suis d'accord. Ton juron, gros mot ou blasphème favori? Non, je crois que c'est celui qui ressort le plus souvent. C'est putain, quoi. Voilà. Ouais, classique. Classique, pas de... Voilà. La citation que tu aurais aimé avoir prononcée. Ouais, alors c'est une citation... ce côté, c'est les 30 secondes intellectuelles, mais de Gandhi, en fait, qui dit « Vis comme si tu devais mourir demain et apprends comme si tu devais vivre toujours ». Tu sais que c'est la baseline du podcast. Ah bon? Ah, je savais pas. Ouais, j'invite des mecs, ils s'en foutent, ils écoutent même pas ce que je fais avant. Voilà, moi, je suis dans le thème. Voilà. C'est vraiment, c'est la baseline de la colle. Et c'est ça. Apprends comme si tu devais mourir demain. Vivre toujours, pardon. Et ouais, je pense que c'est ce qui me définit. Ouais, mais tu vois, on est clairement en phase. On est en phase. Et la dernière question. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu, après ta mort, l'entendre te dire? Pas facile, hein. Mais j'aimerais qu'ils me disent one up. Une de plus. Tellement de trucs à faire. Il y en a qui ont des crises mystiques sur le Kilimandjaro. J'en ai pas vu, mais je serais pas surpris. Des hallucinations probablement du manque d'oxygène. Ouais. Je serais pas surpris. Ouais. J'en ai pas vu. J'ai vu personne se prendre pour un oiseau. Ce qui est plutôt rassurant quand même. Ok, très bien. Mais Grégory, merci beaucoup. Merci de ton temps. Voilà, c'est juste... c'est comme dirait ton fils, c'est juste incroyable. Je sais pas. Tu vois, c'est la... Alors, faut le prendre bien. C'est l'aventure d'un homme ordinaire. Parce que tu vois, t'es pas un aventurier, t'es pas Mike Horn. Et je trouve ça déjà super super intéressant. Ça doit faire un truc quand même. Tu te dis putain, je l'ai fait. Tu vois, le soir, t'es rentré à Orléans. Voilà, t'as retrouvé la famille. T'es dans ton lit. Tu fais putain, je l'ai fait, quoi. C'est ça, ouais, clairement. Et ça m'a fait l'effet, pour tout te dire, hein, ça m'a fait l'effet. Donc, attends, j'ai atterri le dimanche matin. Lundi matin, j'ai pris mon café, j'étais sur YouTube. Oui, la détox digitale a pas duré si longtemps. Non, mais j'étais sur YouTube et je réécoutais la chanson du Kilimandjaro. Et là, il y a une énorme bouffée d'émotion qui est arrivée, tu vois. Et le film s'est refait en 30 secondes. Et je me suis dit, ouais, punaise, je l'ai fait. C'est incroyable. Et ouais, alors, t'as raison, c'est l'aventure d'un homme ordinaire. Je pense que c'est à la portée de plein de gens. Et surtout, il faut pas hésiter si on en a envie. Mais malgré tout... le fait de l'avoir fait, c'est l'aventure extraordinaire d'un homme ordinaire, tu vois le truc. Ouais, c'est juste magique. Écoute, on restera là-dessus. Merci beaucoup. Puis de toute façon, on se revoit bientôt dans le parc. On se revoit au parc, pas de problème. Avec plaisir. Bye. Salut Pierre. Bravo, vous avez tenu jusque-là. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur les réseaux sociaux, allez mettre 5 étoiles et des commentaires sur les plateformes de podcast. Abonnez-vous à notre newsletter. Et dans tous les cas, à très bientôt pour un prochain épisode de La Colle. Et n'oubliez pas, tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais.